parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice de l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors bonjour Florence, aujourd'hui vous avez un message à nous faire passer, on vous écoute. Nous venons de fêter les 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a fixé comme principe une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental. Une loi fondatrice pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Et à l'occasion de ce 20e anniversaire, le Sénat a auditionné des associations et des élus pour faire un bilan. Les journalistes de la revue Ombres et Lumières que publie le CH ont rencontré aussi des acteurs du champ du handicap pour recueillir leurs témoignages. La loi n'a pas donné satisfaction à tous. D'ailleurs, la ministre déléguée au handicap, Charlotte Parmentier-Lecoq, reconnaît les avancées significatives tout en affirmant que des chantiers importants restent à faire. Mais pour commencer, je voudrais saluer tous ceux qui œuvrent avec énergie pour développer des nouvelles initiatives. Alors Florence, est-ce que vous avez des initiatives réjouissantes à partager à nos auditeurs ? Oh oui, il y a quelques jours, autour d'un petit déjeuner organisé par la mairie de Paris, je rencontrais un certain nombre d'élus ainsi que des présidents et directeurs d'associations qui travaillent à ce que les personnes handicapées trouvent leur place dans la société, principalement à l'école et au travail. Alors quelques exemples. Julien Pouillot, qui est président d'Autisme sans frontières et papa d'un jeune autiste. Il travaille à l'inclusion en milieu scolaire et aujourd'hui, c'est dans le milieu professionnel qu'il veut faire bouger les choses. Stéphanie Roland-Gosselin est directrice de l'association Access Job, dont le but est d'accompagner des jeunes que le handicap mental ou l'autisme empêche d'accéder au monde de l'entreprise. Elle sait de quoi elle parle, elle est maman d'un enfant trisomique et son association suit une quarantaine de jeunes. Lors des auditions organisées par le Sénat, j'ai relevé aussi de belles initiatives. Laurent Michon, adjoint au maire de Caluire-et-Cuire, a parlé par exemple de la participation des personnes en situation de handicap mental à la tenue de bureaux de vote lors des élections de 2022 et 2024. Quelle belle idée que de permettre à des personnes handicapées mentales d'accueillir les citoyens venus voter à chaque élection. C'est un bon exemple d'intégration, facile à reproduire si des élus s'en saisissent. Alors il y a donc de bonnes nouvelles, mais qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement ? Alors, comme je vous le disais, notre équipe de journalistes d'Ombre et Lumière a réalisé des interviews auprès de quelques personnes qui reviennent sur les grandes thématiques de cette loi, l'accessibilité, l'inclusion scolaire, la compensation et l'insertion professionnelle. Alors, je vais vous livrer quelques-unes de leurs remarques qui peuvent nourrir notre réflexion sur ce qui reste à faire. Et je vous invite bien sûr à aller lire l'ensemble des interviews sur le site de la revue. Alors, sur l'accessibilité, Charles Gardou, anthropologue, dit: le handicap est une expérience qui façonne la vie d'une personne et en même temps un événement à dimension collective qui résonne sur l'environnement et le social. Sans environnement accessible, il n'y a pas de liberté et d'égalité. Aujourd'hui, la notion d'aménagement raisonnable mérite d'être mieux prise en compte. Ce qui a été conçu dans un autre contexte historique est souvent difficile à modifier, mais ce n'est pas impossible. Il y a une urgence à remédier aux carences qui perdurent et auxquelles on finit par s'habituer. Sur la compensation, Jean-Yves Hockey, président des Papillons Blancs, témoigne: dans mon association, les parents que je rencontre ne se sentent pas dévalorisés parce que leur enfant est handicapé. Ce n'est pas une compensation dont ils ont seulement besoin, mais des aides concrètes. Implicitement, cette notion de compensation conduit à penser qu'il y a un standard moyen à atteindre. Au fond, c'est la vision d'une société très performante. Cette loi n'accepte pas les différences de chacun. Je me bats contre cette contradiction. Pour l'école, Caroline Boudet s'est exprimée à partir de son expérience avec sa fille trisomique Louise. En crèche ou en maternelle, l'écart se voit peu avec ses camarades. L'inclusion avec les enfants était tout à fait naturelle, une fois qu'on leur avait expliqué la situation. Louise a été invitée à des anniversaires. Après, l'intégration a été plus compliquée avec les enseignants. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir un enfant avec un handicap intellectuel. L'élève handicapé doit s'adapter, mais l'école ne s'adapte pas à lui. Il faudrait faire une révolution inclusive, comme l'Italie l'a fait dans les années 1980. Moralité, emparons-nous de l'esprit de la loi qui nous invite à partager la richesse de nos différences, conjuguons égalité et fraternité et ne voyons pas la personne handicapée comme un problème à résoudre, mais une personne avec des richesses à découvrir. Merci Florence pour ce partage. Je rappelle qu'on peut retrouver plus d'informations sur le site internet och.fr. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.